Bon, d'abord, je voudrais saluer vous d'abord et notre auditoire. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais j'ai eu le plaisir d'écouter Christine et après elle, qui a eu des responsabilités nationales dans le domaine de la culture, je me sens vraiment très, très humble pour prendre la parole sur ces sujets. Effectivement, cette approche de la culture comme un élément de la vie de l'entreprise est une notion, il faut bien le dire, qui est assez largement à construire. Bon. Et donc, dans votre invitation, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'essayer de réfléchir avec vous sur ce concept qui, évidemment, nous porte vers les hauteurs, nous fait plaisir pour ceux qui aiment la culture et qui essayent de la vivre dans leur vie personnelle, et en même temps paraît si éloigné des objectifs quotidiens d'une entreprise que je pense que cette réconciliation est vraiment un exercice tout à fait passionnant et auquel je me prête avec beaucoup de modestie, mais très volontiers cet après-midi. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, d'ailleurs, pour faire partager cette idée que nos entreprises, surtout les grandes entreprises de services publics, qui sont des entreprises de réseau, qui sont des entreprises lourdes, qui sont des entreprises avec beaucoup de salariés, France Télécom ô combien, nous avons 56 000 dans notre groupe aujourd'hui, dont 40 et quelques sur l'Île-de-France, nous avons une responsabilité sociale d'entreprise. C'est une notion qui n'est pas galvaudée, qui est une notion sur laquelle aujourd'hui la gouvernance de l'entreprise s'efforce de prendre en compte cette responsabilité au sens large de la vie dans la société, de la vie civile, de la relation avec notre environnement, très au-delà de notre fonction intrinsèque et de notre mission qui est de gagner de l'argent pour pouvoir se pérenniser et faire vivre nos salariés, investir et développer de l'innovation. Bon. Indépendamment de ça, qui est le cœur de notre métier, je pense que la dimension culturelle fait partie, surtout dans nos métiers qui sont finalement assez proches avec celui d'Orange, de notre responsabilité sociale. Alors, d'abord, nous nous sentons responsables du patrimoine, puisque c'était le thème de votre table ronde que j'avais lu, patrimoine, technologie d'avenir. Bon, nous sommes responsables d'un patrimoine qui est en soi un élément de l'actif culturel de notre pays. Je veux parler du métro de Paris, évidemment que tout le monde connaît, c'est un lieu familier. Il a une signature dans sa conception, dans son design, dans son dessin, dans la manière dont il a évolué au cours de près de 100 années, puisqu'il a 100 ans, un peu plus de 100 ans même pour la ligne 1, 110 ans. Et c'est un élément fondamental du patrimoine parisien. En tous les cas, c'est vécu par tous les visiteurs. Vous savez que Paris est la première destination mondiale d'étrangers, essentiellement des touristes, mais pas seulement. Et donc, dans l'image de Paris, le métro de Paris est un élément extraordinairement important. Alors, par exemple, je vous donne un exemple sur la valorisation de ce patrimoine qui est Guimard, qui a été un architecte de talent. On peut voir à Berlin, dans un musée Art déco, des meubles de Guimard. Il a une réputation mondiale. Ce qu'il a fait quand même de plus célèbre, ce sont des marquises, des barrières de protection des trémies du métro de Paris et un certain nombre de gestes métalliques particulièrement audacieux à l'époque, qui ont fait d'ailleurs beaucoup polémique dans le temps, et qui signent notre métro dans sa dimension post-haussmannienne, qui est vraiment la réalité du temps du métro. Nous sommes propriétaires des droits, on a racheté les droits, la famille Guimard, de tous ces ouvrages qui ont été réalisés autour du métro, et nous avons les moules qui nous permettent aujourd'hui de reproduire
un certain nombre de ces installations, ce qui nous permet de les remplacer quand elles tombent en ruine, parce qu'au bout de quelques années, ça s'abîme quand même. Et à partir de là, on a monté un partenariat avec un certain nombre de villes du monde, Montréal, Moscou, et on a offert des entrées de station à ces villes en échange d'œuvres d'art qui nous sont rendues en réciprocité pour le métro de Paris. Alors, il y a notamment à la station Kievskaya à Moscou, je suis allé d'ailleurs l'inaugurer, il faisait moins 18, une installation Guimard, et en échange, Ivan Loubenikovs nous a offert, c'est un artiste russe, nous a offert Ryaba la poule, je regarde mes notes parce que je ne veux pas dire de écorcher les noms, qui s'appelle La poule aux œufs d'or, qui est un conte populaire russe qui se trouve dans la station Madeleine, à la ligne 14, et qui est une œuvre tout à fait remarquable. Voilà. Alors on essaye de développer ce genre de partenariat parce que comme on est moins riche qu'Orange, on se fait offrir les œuvres d'art étrangères en échange de nos installations Guimard. Bon. On a, par exemple, reçu une œuvre de Geneviève Cadieux qui s'appelle La Voie lactée à la station Saint-Lazare, qui est la réciprocité de l'opération avec le métro de Montréal, etc. etc. Bon. Notre patrimoine était en très mauvais état, et il y a 7 ans, quand j'ai pris la tête de la RATP, je me suis efforcé de le remettre à niveau. Donc on fait progressivement, parce que ça coûte des sommes invraisemblables, les travaux qui apparaissent très sommaires de peinture et de carrelage sont en fait des travaux en profondeur parce qu'il y a des problèmes d'infiltration au bout de 110 ans dans le sol parisien que vous pouvez imaginer. Et donc ce sont des travaux excessivement coûteux. Mais nous sommes en train de rénover une par une toutes les stations de métro. Et surtout, le choix a été fait de les préserver dans l'état originel. C'est-à-dire que nous refaisons par exemple toutes les faïences sur le modèle d'origine de la compagnie Nord-Sud ou de la compagnie du métropolitain, de manière à, chacune ayant d'ailleurs son design propre, de manière à garder cette spécificité patrimoniale. Donc, vous voyez, beaucoup de respect autour de cet objet qui est un objet typiquement parisien, qui a la particularité dans sa construction d'avoir épousé les avenues parisiennes, c'est-à-dire de reproduire en négatif et en souterrain la ville aérienne, ce qui est un phénomène qui n'est pas commun, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des stations tous les 500 mètres dans Paris, qui est le réseau le plus dense et le mieux desservi en termes de proximité du monde, en termes de métro, mais avec la volonté, naturellement, de faire évoluer ce réseau, puisque aujourd'hui, dans cette infrastructure intouchée, et qu'on ne souhaite pas toucher, nous essayons de faire passer des systèmes de plus en plus modernes, et que nous investissons très massivement 1,7 milliard d'euros cette année sur l'Île-de-France, dont une grosse partie consacrée à quelque chose que les voyageurs ne voient pas, c'est-à-dire le changement des systèmes de conduite des trains, qui permet simplement de faire en sorte que, à l'heure de pointe, sur certaines lignes déjà saturées, eh bien, nous passons un train toutes les 2 minutes maximum, ce qui est très compliqué à faire dans des souterrains comme le métro, si on n'a pas des systèmes très évolués et des technologies qui sont parmi les plus en pointe dans le monde sur ce sujet. Donc voilà, c'est un patrimoine dont nous sommes respectueux et que nous aimerions, c'est un appel aussi que je lance auprès de toutes les initiatives de ce point de vue-là, faire vivre davantage avec l'art, davantage en accueillant des artistes à l'intérieur de l'enceinte du métro. C'est très compliqué parce qu'on m'explique qu'il va y avoir des risques de dégradation et que nous avons un public qui est parfois un peu compliqué à gérer à l'intérieur du métro, on le sait bien. Mais en même temps, moi j'ai remarqué que chaque fois qu'on fait quelque chose de beau, y compris dans les banlieues les plus déshéritées, eh bien les objets sont respectés. Donc je pense qu'on devrait être plus accueillant de la création artistique actuelle à l'intérieur du métro. C'est un objectif que je me suis fixé. Alors il y a un tas de complexité parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, que les pompiers disent que s'il faut évacuer, on va gêner si on met à moins de sculpture quelque part, etc. Donc tout ça, c'est un combat administratif et technique horriblement compliqué. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit plus dynamique là-dessus. Alors je prends un exemple.
André Malraux avait eu l'idée, personnellement, à la première rénovation du Louvre, le Louvre d'avant la pyramide, de faire en sorte que la station Louvre soit le reflet du musée. On a automatisé complètement la ligne 1 depuis un an, et donc il a fallu refaire une partie des quais. Donc c'est l'occasion pour nous de rénover complètement cette vision du Louvre, lequel a beaucoup changé quand même depuis André Malraux. J'ai eu un peu de mal, malgré l'amitié que j'ai pour les dirigeants du Louvre, à les intéresser à un projet de ce type. C'est un peu dommage, parce que je pense que le métro devrait refléter plus souvent ce qui se passe en surface, en étant un moyen d'abord pour la masse, de ceux qui ne vont pas forcément dans les musées, comme le rappelait Christine, qu'il y a de belles choses et qu'on peut prendre le temps de temps en temps d'aller les voir, et en éclairant mieux sur ce qu'est la ville d'en haut à l'intérieur de la ville d'en bas. Alors c'est un peu utopique ce que je dis, mais je pense qu'il faudrait travailler ça, mais on ne le fera pas seul. Comme dit Christine, il faut des partenariats, il faut des soutiens. Il faut que les institutions, notamment les très grands musées qu'on a dans Paris, acceptent de jouer le jeu là-dessus. Il faut que ça intéresse un peu les gens. Donc c'est un peu ce que je suis venu dire cet après-midi, en espérant trouver des relais à cette idée sur laquelle nous sommes extrêmement ouverts. Nos voyageurs et nos clients sont ravis. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de changement dans la routine, ils sont heureux. D'où d'ailleurs l'importance de la publicité comme un élément, à mon avis, de création, de vie, de lumière, de couleur à l'intérieur de cette enceinte un peu austère, belle mais austère, du métro de Paris. Bon. Et il y a tout un débat, il y a les anti-pubs, il y a toutes sortes de gens qui sont contre la pub. Enfin, la pub, c'est la vie, c'est quand même aussi tout ce qui se passe dans la société de consommation, ce qui est une dimension importante de la vie des uns et des autres. Et c'est un élément auquel, finalement, si on fait des sondages, les gens sont très attachés. Quand on va dans des métros qui n'ont aucune publicité ou qui ont un marché publicitaire qui est assez flat ou un peu triste, comme c'est le cas de Berlin, où vous avez des grands panneaux vides, où il y a le cadre sans affiche, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus sinistre. Bon. Donc, ce qu'aiment beaucoup nos voyageurs, je ne sais pas si vous confirmerez en ce qui vous concerne cette opinion, c'est que ça bouge, que ça vive, d'où l'importance de l'introduction du numérique à l'intérieur de nos espaces, pour lequel je me suis beaucoup battu, parce qu'il y avait une idéologie anti-numérique sur les espaces de publicité du métro. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un élément d'animation du paysage des couloirs ou des espaces métro qui est remarquable, surtout qu'il y a quand même beaucoup de créations encore dans le monde de la publicité où la possibilité aussi de passer des images à vocation, vous savez que c'est le cas de notre politique d'affichage, à vocation de diffusion de toute l'information et des événements culturels. Traditionnellement, vous aviez des affiches blanches sur les théâtres qu'on voyait dans les couloirs, avec tous les spectacles, qui était le moyen classique d'informer le Parisien avec la colonne Maurice sur les théâtres de boulevard ou pas de boulevard, les concerts, etc. Bon, ça reste une des missions que nous nous assignons, de pouvoir faire cette diffusion de l'information culturelle sur la vie parisienne. Et nous le faisons souvent avec des partenariats avec un certain nombre d'institutions culturelles, musicales, chorégraphiques, artistiques. Et nous sommes très fiers de les aider à relayer ainsi leurs œuvres et leurs créations dans Paris. Voilà, donc c'est une mission, pour résumer, à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. Alors, je ne vais pas faire un panorama de tout ce que nous faisons dans le domaine culturel en termes de partenariat, parce que nous faisons des tas de choses. Je voudrais juste dire qu'il y a une action dont on est assez fiers, qui est liée à notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de relier les hommes. C'est le transport dans la zone dense, dans la ville. Notre slogan, c'est « Aimer la ville », c'est-à-dire, et si possible la faire aimer, c'est-à-dire permettre le lien entre les hommes et les femmes à l'intérieur du territoire de la ville.
La ville est entendue naturellement comme englobant ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues, mais qui sont aussi la ville de cette agglomération de 11 millions d'habitants qui est l'Île-de-France. Nous sommes très fiers d'une action qu'avec notre fondation nous avons poussée avec nos agents. C'est celle qui consiste à aller chercher dans des secteurs périphériques de l'Île-de-France qui sont parmi les plus défavorisés, un certain nombre de jeunes pour les amener visiter les institutions culturelles de l'Île-de-France, ce qu'ils n'ont jamais fait. Bon. Donc nous organisons, en partenariat avec l'Éducation nationale, avec des associations, jamais seuls bien sûr, des groupes que nous amenons. Alors on avait commencé par le musée d'Orsay, puisque j'ai eu quelques responsabilités dans ce musée à un moment, mais après on l'a fait au Louvre, on l'a fait à la Cité des Sciences, on l'a fait au Palais de la Découverte, on l'a fait... Et donc nous sommes très fiers que nos bus, affrétés spécialement pour des groupes de jeunes qui viennent des banlieues, aient permis la découverte, l'éveil à la beauté, à des mondes qui étaient pour eux totalement inconnus et qui, j'espère, changeront leur vie. Voilà un geste, si vous voulez, qui fait partie de notre responsabilité culturelle. Bien, merci beaucoup Pierre Mongin.